Alors, on a évoqué art et internet, art et code, art et technologie, art et technique. On est parti de loin pour s'approcher du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une forte tendance à ce qui finalement englobe un petit peu tout ça. C'est la relation entre les arts et les sciences. Tu évoquais Vinci tout à l'heure, on est évidemment sur cette proximité. On pourrait parler du XVIIIe siècle où il y a une vraie proximité. Il y a des temps dans l'histoire de l'art comme ça où l'art se rapproche des sciences. Peut-être qu'il s'en éloigne, peut-être qu'il s'en réapproche. Et aujourd'hui, il y a un fort intérêt du monde scientifique pour l'art et vice-versa, un fort intérêt des écoles d'art, par exemple, pour le monde des sciences. Il y a un réseau qui se structure énormément aujourd'hui en France sur cette question de la relation art et sciences, avec par exemple des résidences d'artistes en laboratoire de recherche. Et on peut imaginer à l'inverse des scientifiques qui viennent par exemple en école d'art ou en département art. Donc ça c'est un phénomène intéressant qui t'intéresse aussi, cette relation et historique et contemporaine de l'art et des sciences et de l'artiste de laboratoire. Tu évoquais tout à l'heure ces artistes qui collaboraient avec des ingénieurs, là c'est même avec des scientifiques. Oui, tout à fait. Euh, Effectivement, ça m'intéresse aussi dans cette dynamique de travailler sur des collaborations, des activités entre des sphères sociales, disons, hétérogènes, et de questionner dans ce cadre-là non plus la création collective, mais la collaboration interdisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire que d'imaginer des œuvres communes créées par des artistes collaborant avec des scientifiques. Alors, euh, finalement, il y a trois manières d'observer ces collaborations art-sciences. Une première façon serait de s'intéresser aux organisations. Et tu viens de le dire, effectivement, énormément de dispositifs sont mis en œuvre aujourd'hui pour favoriser le mariage entre art et sciences, qui sont parfois un peu vécus d'ailleurs comme des injonctions aussi. Il y a une incitation très forte à cette articulation. Ce n'est pas un mariage forcé, c'est davantage un mariage arrangé dans certains cas, ou disons, bon, une incitation des politiques publiques et des organismes de recherche, etc., qui œuvrent en ce sens. Euh, des dispositifs de soutien également, et des institutions, des organisations elles-mêmes, des consortiums, comme on les appelle, qui se créent ad hoc. On peut penser évidemment au modèle dont j'ai déjà dit un mot sur Experiment in Art and Technology, qui avait collaboré avec les laboratoires Bell Telephone. Le MIT, Massachusetts Institute of Technology, étant le modèle qui a inspiré beaucoup d'autres tentatives d'organisation ou de structuration. L'IRCAM en France, on y pense beaucoup aussi, néanmoins. L'Hexagramme, enfin Hexagramme à Montréal, qui est cette configuration un peu particulière parce que inspirée du MIT, mais qui cette fois n'est pas à l'origine des scientifiques ou des chercheurs, ingénieurs, mais à l'initiative des artistes, qui ont créé un consortium regroupant à l'origine environ 60-61 artistes chercheurs de deux universités, l'UQAM et Concordia, anglophones et francophones, donc, pour finalement obtenir des fonds non plus des institutions ou du monde de soutien de la création artistique, mais du secteur de l'innovation et des technologies. Et avec cette idée que sur le chemin qui peut mener un artiste vers la création d'une œuvre d'art, parfois, il peut résulter des technologies, des interfaces, des dispositifs, des externalités positives sur le plan de la technique qui peuvent être valorisées en dehors de l'œuvre, c'est-à-dire détachées de l'œuvre et éventuellement, alors bien sûr il y a ce terme très nord-américain du brevet aussi, qu'on connaît dans les sciences dures ici en France, un peu moins en art peut-être, mais disons, on peut prendre un terme peut-être un peu moins dur que celui de brevet, celui de transfert par exemple, transférer la connaissance du monde de l'université. En l'occurrence ici, c'est une initiative portée par des artistes qui sont accueillis dans une école d'art, mais dans une université, avec cette configuration particulière du Québec et du Canada qu'il n'y a pas cette dissociation entre ministère de la Culture, ministère de l'Enseignement et de la Recherche, comme on l'a en France. Et donc, ces acteurs-là vont essayer de valoriser leurs recherches, non pas seulement dans le monde de l'art, mais aussi dans l'univers des techniques. Donc ça, c'est pour les organisations. Ensuite,
Donc on peut faire de l'ethnographie, hein, comme on peut aller enquêter sur ces modes de structuration organisationnelle, les programmes de recherche qu'ils mettent en œuvre, les programmes de recherche-création, c'est un peu ce que j'ai fait avec Hexagram à Montréal, réfléchir sur la structuration des axes de recherche-création, par exemple, de cet institut. Et puis on peut s'intéresser aussi au travail, cette fois en allant observer, comme un ethnographe le ferait, les situations de collaboration réelles entre artistes et ingénieurs. J'avais fait ça dans plusieurs contextes, mais ça a commencé au CICV, je me souviens, dans les années 2000, Centre international de création vidéo à Montbéliard, à Belfort, où j'avais observé, alors ça date un peu aujourd'hui, hein, mais la réalisation de Défrag de Reynald Drouin avec Sébastien Courvoisier, par exemple, où Reynald Drouin était accueilli en résidence au CICV, du temps de Pierre Bongiovanni et d'Anne Rocchini, pour créer avec les ingénieurs présents aussi au CICV une œuvre d'art qui a donné ensuite Défrag. Bon, c'était étonnant, parce que quand on s'intéresse au travail, là on voyait très bien que la distinction entre artistes et ingénieurs, sur le plan de l'activité ou des savoir-faire, n'était pas aussi marquée qu'on pouvait s'y attendre. Finalement, on voyait deux individus, l'un et l'autre derrière son ordinateur, à développer des choses et à entretenir une collaboration sur des plans aussi bien plastiques que techniques, avec une porosité des savoir-faire et des compétences. Donc c'est pas inintéressant. C'est-à-dire, tu parlais plutôt d'artistes programmeurs. Il y a une contagion de ces... D'ailleurs, la contagion existe aussi dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que l'artiste devient programmeur, mais les programmeurs parfois aiment bien, après certaines collaborations avec les artistes, changer de casquette et se mettre eux-mêmes à essayer de créer des œuvres d'art, par exemple. Donc c'est intéressant de ce point de vue. Et puis il y a une troisième entrée, moi, qui me tient beaucoup à cœur, qui est d'observer les objets. Dans la logique, hein, faire œuvre commune, d'accorder une importance cardinale aux objets techniques, eh bien, suivre un objet, ça permet aussi, précisément, comme je le disais, de mettre en suspens les déterminismes sociaux, le poids des structurations du travail ou le poids des organisations, pour observer la manière dont cet objet va circuler, bousculer les frontières établies, les mondes sociaux, etc., pour exister. Là, je vais prendre un exemple, mais que je ne vais pas détailler, mais que je ne peux pas m'empêcher de parler, dont je ne peux pas m'empêcher de parler rapidement, qui est celui d'Oscar. L'œuvre qui est un comédien virtuel qui a fait son apparition en France la première fois en 2003 dans un spectacle de cirque multimédia sous chapiteau aux Tuileries en collaboration avec l'IRCAM, donc un comédien virtuel qui interagissait avec des musiciens, avec des circassiens sur scène. J'avais suivi l'histoire de ce comédien parce que je m'étais rendu compte, lorsqu'on regardait les génériques, vous voyez par exemple, voilà une distinction entre les collaborations, les œuvres collectives et les œuvres interdisciplinaires, ou disons les créations collectives et les créations interdisciplinaires, c'est que lorsqu'on parle d'une création collective, en règle générale, le mode de signature, de valorisation de cette création est un générique. Or, le générique rétablit une certaine forme de hiérarchie, puisque, comme le dirait Howard Baker, il y a une œuvre, en règle générale, et une seule, et un auteur hégémonique, qui est celui qui a créé l'œuvre. Alors, ça varie hein, dans l'histoire, mais ça va tantôt être, si on pense au cinéma, le réalisateur ou le producteur ou l'acteur qui vont être valorisés en premier. Au théâtre, en musique, etc., il y a quand même toujours un compositeur. Et c'est comme si tous les autres contributeurs étaient un peu considérés malgré tout comme contractuels. On les prive de la velléité du droit d'auteur. Ils sont là souvent d'ailleurs en France sous le régime de l'intermittence du spectacle. Et ils sont payés pour l'activité en salaire. Et quelque part, ils exécutent une commande d'une certaine façon. Alors que dans les créations interdisciplinaires, ce qui me semble, c'est qu'on échappe à ce... En tout cas, la figure du générique n'est plus valable, en gros. Et donc, je m'étais dit, pour observer ça, je pars de l'acteur lui-même. Et cet acteur m'avait amené à Montréal, où Oscar avait été designé par Michel Fleury à l'école de design de Montréal, doté d'un comportement intelligent. Cet acteur avait ensuite été adopté, j'emploie les termes à bon escient, par Catherine Hickam et Louis Fléry, créateurs parisiens, qui ont créé des installations de réalité immersive, les paysages immersifs de Catherine Hickam, à partir d'Oscar. Et puis, le même Oscar
Donc là, cette fois-ci, il avait été doté d'une interactivité. Et le même Oscar a fini sur scène, donc, dans ce spectacle de cirque multimédia interactif, mené par Roland Osé, qui était alors compositeur percussionniste à l'IRCAM. Donc on voit la circulation de l'objet. Ce qui était assez intéressant dans cette collaboration, c'est que Oscar était considéré comme un acteur comme les autres, c'est-à-dire que l'arrangement qui avait été trouvé entre ces géniteurs multiples était que Oscar toucherait un cachet d'intermittent du spectacle à chaque représentation. Donc c'est comme si finalement, à chaque occurrence du spectacle de Roland Osé, le cachet d'Oscar revenait à Catherine Hickam et Louis Fléry, leurs géniteurs français, sachant que pour la transaction qui avait eu lieu entre le Québec, Montréal et Catherine Hickam, là pour le coup c'était non pas du droit d'auteur à la française, mais du copyright à l'anglaise, donc ils avaient tout cédé. Et donc on voit bien que ce qui se jouait ici, c'était une distribution d'auteurs et une fragmentation de l'œuvre. Ça m'avait beaucoup intéressé parce que, de fait, il n'y avait pas une seule œuvre, il y en avait plusieurs. À partir d'un même personnage, on voyait des occasions de valorisation, de monstration, de validation du travail du côté montréalais, mais aussi sur la scène française de Chalon-sur-Saône, si on pense à Catherine Hickam et Louis Fléry, qui étaient alors à l'École nationale supérieure des arts et métiers à Chalon-sur-Saône, et puis à l'IRCAM aussi sur scène. Et à chaque fois, il y avait des génériques, parce qu'on peut difficilement se passer de cette convention de signature, qui validaient chacune des productions. Donc comme des occurrences, comme finalement, non pas un travail de création qui serait borné par une occasion de monstration, disons, particulière, mais comme un programme de recherche, comme on l'entend justement dans la recherche-création, qui s'étendrait sur un temps plus long, non pas la date butoir d'un vernissage ou d'un spectacle, etc., mais un cycle de 3, 4, 5 ans de recherche commune, avec des occasions de valorisation ou de validation de fragments de ce programme collectif.